Bonjour, buenos días a todos. Bonjour à tous. Voilà, 19h24. J'ai un peu de retard parce que je viens de finir un rendez-vous. Alors, prêt pour le live sur la Costa Blanca Nord. Alors, est-ce que vous me voyez? Alors, attendez, je suis, voilà, oui, très bien. Buenos días a todos. Allez, on se bouge. Allez, 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 allez. On attend quelques minutes pour le commencement du live sur la Costa Blanca Nord. On va faire un petit focus aussi sur... on va parler un peu de la Costa Blanca Sud avec les grandes différences entre la Costa Blanca Nord et la Costa Blanca Sud. Voilà. Donc une personne au programme. Voilà, j'ai déjà eu, il y a eu des perturbations concernant ce live parce que j'ai fait beaucoup de rendez-vous sur le bassin d'Arcachon, sur Bordeaux. Semaine prochaine, je suis sur Bordeaux aussi, un peu sur Arcachon. Voilà, je n'arrête pas. Suivi aujourd'hui, j'ai eu 6 rendez-vous sur Arcachon, dont 2 positifs. Voilà, dont les contrats se succèdent et du positif pour l'année 2026. Voilà. Donc, on attend un peu de monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, attendez, je vais voir. Là. Voilà. Bon, le son est bon? Dites-moi. Mettez un pouce si c'est bon. Excusez-moi la technique, c'est pas parfait, je sais. Oui, c'est de l'authenticité authentique. Vous voyez? Alors. Donc on attend un peu de monde. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez déjà les mettre sur le live. Bonsoir Linda. Alors on est de retour en Belgique. Bon, bonne rentrée quand même, parce que c'est quand même important. Bon, je commençais à faire la tête ici sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, il a fait très beau. Avant-hier et hier, c'était maussade, un peu de pluie. Est-ce que... Oui, on m'entend bien? Linda? Oui, très bien. Coucou, oui, très bien. Alors, je me présente bien, voilà. Donc là, le live axé sur la Costa Blanca Sud, Nord, voilà. On va parler de Denia, de Javea, Moreira, Benissa, Calpe, Altea, Villajoyosa et Campello. Ben oui, malheureusement. Oh, il va y avoir des vacances. T'inquiète pas. Bon, la Costa Dorada, c'est une côte qui commence, disons, à être en plein essor. Là, aujourd'hui, j'ai fait un accompagnement. Une personne veut investir sur la Costa Dorada, justement. Du côté entre Cambridge et Miami Playa. Voilà, la région. D'ailleurs, un couple très charmant dont ils vont investir justement pour profiter des longs week-ends, de l'hiver, et ainsi de suite. Bonsoir Chantal. Semaine prochaine, je passerai te voir sur Bordeaux. Voilà. Je prendrai un appel téléphonique d'abord, avant de te rendre visite. Voilà. Donc on attend un peu de monde pour que... Ah oui, vendredi, tout est permis. C'est ton slogan, Chantal. Voilà, 3 personnes, c'est bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que Chantal... est-ce que vous m'entendez bien? Dans le... Florent Hardy, bonsoir Brigitte. Très bien. Alors, dites-moi d'où vous me voyez en ce moment. Où êtes-vous? En France ou en Espagne, éventuellement?
Alors, je suis content, je finis bien le week-end parce que j'ai signé quelques accompagnements. Voilà, pour vous dire un peu les nouveautés. J'ai mis ça sur un post ou deux. J'ai fait un live justement avant de faire ce live. J'avais un rendez-vous aussi avec une personne. Voilà. Coucou, oui, Linda, bonsoir. Ah, Bruxelles, Brigitte. Très bien. Belge aussi. Ah, oh là là, les Belges me suivent, comme Linda. Très, très bien. Oui. Fiona, oui, on vous entend très bien. Je suis du nord de la France. Ah, c'est-à-dire, quel endroit? Moi, j'ai fait mes classes à Marc-en-Barœul. C'était vers Cambrai, les bêtises de Cambrai, vers le nord. J'ai fait mon armée du côté de Wassel, près de Rouen. Voilà. Et j'avais des permissions et j'avais des amis qui étaient du côté de Marc-en-Barœul, vers Arras, Arras-Cambrai, dans ce secteur-là. Bon, nous sommes 7 personnes, c'est bien. Allez, on attend, on attend. Donc, la thématique de ce soir, c'est le live sur la Costa Blanca Nord. C'est-à-dire, on va parler, ça fait partie de la Comunidad Valenciana, dont la Costa Blanca qui est très cotée entre Denia, Javea, Moreira, Benissa, Calpe, Altea, Viejoyosa, Campello. Voilà, et vous avez Benidorm aussi. Ah, bonsoir Gabin, bonsoir de la Belgique. Waouh, j'appelle du bassin d'Arcachon, la Hume, Claude. Ah, mais on n'a pas eu le plaisir de se rencontrer. Bonsoir, oui, Gabriel Bercier de la Suisse. Fiona de Lille, très bien. Allez, marquez-moi d'où vous venez. Allez, allez. Et quel temps fait-il chez vous? Pluie, beau temps? Alors en ce moment, vous avez peut-être vu dans un de mes posts, j'assiste à distance 3 familles qui font des recherches en Formule 2, l'une sur l'Andalousie, du côté de Ronda, l'une sur Murcia, et une autre sur Alicante. Donc j'assiste 3 personnes qui font les visites et moi je les assiste à distance. Donc bien sûr elles ont eu mes documents, donc ce qui permet d'avancer dans la recherche, un listing des agences avec qui je travaille et on fait un travail collaboratif, un travail commun. Moi, ça me permet aussi de dispatcher, d'avancer. Bien sûr, elle bénéficie de tarifs plus compétitifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le travail de recherche, c'est vous qui le faites. Et moi, je suis là simplement pour vous assister, pour vous encadrer, pour sécuriser votre opération. Voilà, donc, recherche, visite. Sachez que je vous donne également des éléments pour faire toutes ces actions-là. Très important aussi, donc vous n'êtes pas seul. Fiona, donc je suis de Lille. Gabin, vous êtes de where? La Panne, c'est où ça la Panne? Belgique, Suisse, France? Annick, bonsoir, Annick Moser, de Vanitaticena. C'est votre nom. Alors oui, alors c'est marrant parce que je vois des infos sur le portable et des infos sur la fiche. Sur le PC, disons. Donc, est-ce que vous continuez toujours à bien me voir? C'est bon? Beau temps après la pluie, oui. Bon alors, n'hésitez pas déjà de marquer des informations sur la Costa Blanca si vous connaissez déjà quelques villes de la Costa Blanca. Ça permettra de voir si... Bonsoir Chris, tu es de la Belgique aussi. Ce soir, la Belgique est en force. On a plusieurs personnes de la Belgique. D'ailleurs, j'ai lu sur différents articles que les Belges sont les premiers acheteurs en Espagne cette année, les premiers acheteurs francophones. Ils sont en train de dépasser les Français. Voilà. La côte belge à côté de Dunkerque. Ah, Gabin Deweer. Oui, comme l'acteur français là, Patrick Deweer. Ah, oui.
Bon, j'ai vu dernièrement, ben, je pense à la Côte du Nord, là, je pense que c'est hors live, hors propos d'immobilier, un film avec Danny Boone, et je ne sais pas si vous l'avez vu, un film très marrant, très comique, où il est né dans un Club Med, et le film c'était, il voulait retrouver son amour de jeunesse. Superbe film, j'ai passé un bon petit moment. Ah, vous venez d'acheter à la Villa Joyosa. Ah, très bien. Quel quartier de Villa Joyosa? J'espère que vous avez été bien accompagné. Appartement. Villa Joyosa a beaucoup d'appartements. Appartements ou villas. Est-ce que vous avez tenu compte de toutes les infos que je donne sur le guide comment bien acheter en Espagne? J'espère que vous avez bien appliqué les choses à la lettre. Ben, j'ai une personne qui a acheté, qui m'a contacté, justement, elle s'est fait avoir malheureusement, ben, au-dessus de Villajoyos, à Campello. Elle a acheté avec un dessous de table, malheureusement, elle n'a pas tenu compte de la valeur des références cadastrales. Ben, je lui ai dit qu'elle risque d'avoir un contrôle fiscal, ça va se chiffrer sur plusieurs milliers. Donc faites attention, il y a des points quand même à connaître. Il y a les agences immobilières qui ne vous le disent pas, ça. Villajoyosa, oui. Il y a beaucoup de Français, une communauté énorme de Français. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de constructions qui se font sur Villajoyosa. Les plages sont assez petites et vous avez toute la population de Benidorm qui se dispatche aussi. Par contre, ça a un certain cachet, c'est vrai. Nous venons d'acheter, pardon, c'est le traducteur automatique. Comment? Vous avez acheté avec un traducteur automatique? Ah bon? Villajoyosa, oui, la ville joyeuse, à côté de, en bas de Benidorm. Et après, vous avez Campello, et après, on arrive à Alicante. Alicante-San Juan. Ah, c'est pour ça que vous voulez suivre votre live. Ah, nous rêvons d'acheter. J'avais cru que vous veniez d'acheter à Villajoyosa. Voilà. Un conseil avant d'acheter à Villajoyosa, allez-y, visitez. Ben, j'ai un client il a fait toute la région. Il a regardé sur Villajoyosa et finalement, il s'est basé sur El Campello. Donc, vous voyez. Je t'ai envoyé un message en privé sur Messenger, tu te sauras me répondre quand tu sais. Oui, t'en fais pas, Chris, pas de problème. Pour toi, j'ai une place privilégiée entre mars et avril, t'en fais pas. Même si j'ai bloqué, j'ai pris un contrat sur la Dorada, j'en ai un autre sur la Costa Blanca. Voilà, en ce moment, j'ai plusieurs contrats qui viennent s'intégrer dans le planning. Et c'est pour ça que je suis booké jusqu'à fin avril pour la Formule 3. Par contre, il me reste des places encore en Formule 2, Formule 1 et bien sûr autant de places sur le coffret Sérénité. Coffret Sérénité qui vous permet d'acheter en éliminant tous les points sensibles et où je vous fais un live en groupe donc, que je vais ouvrir bientôt sur le nouveau groupe sur Facebook. Acheter en Espagne, bien acheter en Espagne sereinement. Voilà, et ce coffret Sérénité, ça vous permet aussi de connaître tout le processus, et si ça vous paraît trop compliqué, eh bien on passe à une formule 1, 2 ou 3, et bien sûr, le prix du coffret Sérénité est complètement déductible de la prestation de l'accompagnement. Donc ce n'est pas négligeable. Alors, 19h38, donc on va commencer sur... sachez que ce live va être aussi enregistré sur la chaîne YouTube. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que YouTube, bon, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on laisse sur YouTube, malheureusement, c'est de l'éphémère. Donc, même les vidéos, il faut que je les enregistre, sinon elles sont sur le groupe uniquement pendant une semaine, pas plus. Et ensuite, elles sont effacées les vidéos sont effacées. Par contre, pour YouTube, l'avantage qu'il y a, c'est que ça reste indéfiniment. Voilà.
Bon, posez-moi des questions, ensuite je répondrai. Hein, Chris, je te répondrai là pour la Costa Brava, pas de problème. On réfléchit, Formule 3, Formule 2. Non, pour toi, Chris, moi je pense que j'ai envie de me décarcasser, comme on dit. Je te conseillerais la Formule 3. Voilà. Quoique, avec toutes les infos que tu auras, tu pourras te débrouiller avec la Formule 2. Mais pourquoi pas? Ça peut être en plus. Ou alors on pourra faire un mixte. Un mix entre la 2 et la 3. C'est-à-dire que je t'aiderai à chercher. Voilà. Et tu pourras visiter sur place avec tous les contacts que j'ai, avec un maximum de temps. Sachant que moi, je ferai les vérifications et tout ce qu'il y a. Voilà. Un point important aussi, dernièrement, je suis en train de prendre des contacts avec les agences bancaires dont j'aurai des accords, des partenariats privilégiés avec les principales banques espagnoles. La Caixa, la Sabadell, la Bilbao, la Santander, à des taux intéressants. Donc c'est un plus pour ceux qui veulent, ceux qui désirent avoir un prêt complémentaire en Espagne. Voilà. Pour le moment, j'ai 3 contacts, trois familles qui vont faire appel à mes services justement dans ce cadre de apport financier supplémentaire. Parce qu'ils ont eu des refus négatifs concernant leur banquier en France. Voilà. Bon, sur ce, on va commencer la Costa Blanca Nord. Costa Blanca Nord, je vous l'ai dit, c'est la première ville, la plus grande ville, c'est la Dénia. Ensuite, on arrive à Javea, Morera, Benissa, Calpe, Altea. Et ensuite, on arrive à Benidorm, Villajoyosa et Campello. Et ensuite, vous avez Alicante, San Juan, et ainsi de suite. Donc, c'est la côte la plus branchée, on pourrait dire, exclusive, notamment entre Dénia jusqu'à Altea. Et la Costa Blanca Sud, elle est beaucoup plus accessible, les tarifs sont beaucoup plus accessibles. Par contre, il faut faire attention dans des villes telles que Alcázar du côté vers le Mar Menor, ou du côté de Torrevieja, où c'est les marais salants, donc c'est les zones inondables. C'est pour ça que ça a été construit sur des marécages, et c'est pour ça que l'immobilier n'est pas cher autour de Torrevieja. Et Torrevieja particulièrement, j'aime pas. Alors, je vais vous donner si vous avez des points notés, papier, crayon, prenez un verre d'eau. Je vais vous donner des informations pertinentes et intéressantes pour savoir comment bien choisir une région côtière en Espagne. Demandez le nid, bon je vous répondrai, le nid depuis la Suisse à l'ambassade, combien de temps est-il valable? À vie. Attention, c'est le consulat d'Espagne dans votre pays d'origine. Et vous dites que la région, le motif, el objeto, compra de residencia secundaria en Espagne. Vous pouvez le faire en français, c'est traduit, mais si vous le mettez en espagnol, ils vont se sentir glorifiés, comme quand vous adaptez, et vous aurez, c'est une petite astuce, la réponse plus rapide pour le nid. Alors, pour bien choisir votre costa, bon, c'est sûr que vous connaissez un petit peu l'Espagne. L'Espagne regorge de plusieurs costas, depuis la Costa Brava, tout le littoral méditerranéen, Costa Dorada, Costa Blanca, Costa Cálida, Costa d'Almería, là on commence à parler de l'Andalousie, Costa Tropical, Costa del Sol, toutes font rêver, mais toutes ne se veulent pas, elles répondront à vos besoins personnels, votre budget et votre projet de vie. Donc, il faudra en tenir compte. Alors, mon conseil, d'abord, conseil essentiel. Oui, de belles choses à visiter sur Javea. Oui, j'ai un ami, oui, c'est un endroit superbe. J'ai un regret de ne pas avoir acheté une maison sur Javea, alors qu'on me l'avait proposé à l'époque. Mais bon, soit. D'abord, clarifiez votre projet immobilier. Avant de choisir la région, posez-vous les bonnes questions. Est-ce pour une résidence principale? Est-ce pour une résidence secondaire? Est-ce pour un placement locatif, locatif saisonnier ou à l'année? Ou est-ce un projet de retraite ou de changement de vie, notamment les jeunes qui veulent s'expatrier, sachant que j'en ai de plus en plus depuis qu'il y ait tous ces problèmes-là
tout ce qui se passe en Europe en ce moment, aussi bien en France, en Belgique. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Ces pays sont en pleine crise, je pourrais dire. Il y a énormément au niveau politique, ça se passe mal. Attention, tous les paros non plus en Espagne. Il y a des problèmes aussi de corruption avec notre cher Felipe Sanchez. Le gros atout, c'est que le pays de l'Espagne, il y a l'autonomie centrale, enfin le pays central, mais c'est géré par fédération, par communauté autonome. Donc chaque communauté autonome a ses propres directives complètement différentes, c'est-à-dire qu'il y a un contre-pouvoir aussi dans chaque région d'Espagne, bien sûr avec leurs propres règles urbanistiques, législatives, et ainsi de suite. Okay. Alors combien de temps, pour clarifier votre projet, combien de temps allez-vous passer dans votre logement en Espagne? Est-ce toute l'année? Est-ce pour 6 mois? Quelques semaines par an? En fonction de tout ça, ça va déterminer votre profil et vous pourrez choisir le lieu. Pourquoi? En fonction, si vous y allez que épisodiquement, faudra choisir un aéroport pas très loin, à côté des infrastructures de qualité, soit l'aéroport, soit les gares, accès par train, soit en voiture, bien sûr. Bon, il faut savoir que l'accès voiture, autoroute A7 et nationale, l'Espagne est très bien desservie, ainsi que par le réseau ferroviaire. Voilà. Ça vous va pour le moment? Alors, continuez. Laissez-moi exactement des messages. Si vous voulez mettre des annotations, n'hésitez pas. Ensuite, prévoyez aussi votre budget global, très important aussi. Dans le budget, tenez compte aussi des frais annexes, à savoir, les frais les plus importants, c'est l'ITP, Impuesto Transmissione Patrimoniale, qui sont de 10%. C'est la fourchette la plus haute en Catalogne, en Comunidad Valenciana, dans la Costa Blanca, où on parle en ce moment, ainsi que la Comunidad Valenciana, voilà, Murcia, on descend à 8%, et l'Andalousie, on descend à 7%. Madrid, c'est 6%. L'endroit où vous payez le moins de taxes d'ITP, c'est le Pays Basque. Là, on paye que 4%. Voilà, donc tout dépend de la région où vous voulez vous implanter. Plus les frais annexes, frais de notaire, et les frais de gestion, frais de registro, pour enregistrer l'acte au niveau de la banque, et ainsi de suite. Oui. Alors, pour ainsi dire, pour choisir une région aussi, très important, si vous restez sur le bord de mer, il y a toujours un petit air qui passe, même avec les températures chaudes. Cet été, par exemple, j'étais en pleine Andalousie tout l'été et je n'ai pas eu plus chaud que certaines personnes qui sont restées en France. Croyez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit air qui passe, et très, très agréable. Les terrasses sont, l'architecture en Andalousie est très bien, enfin les maisons sont très bien équipées, les appartements, la même chose aussi, équipés de ventilateurs, de climatiseurs. Et sur le bord de mer, il y a toujours un petit air, el viento, il y a, comme on dit, un vent rafraîchissant qui est bien présent, quoi. Par contre, certes, l'intérieur de terre, là, il fait très chaud, notamment en Andalousie, et surtout la côte qui est la plus demandée par les Français. Ils vont là-bas parce que c'est le moins cher, mais c'est aride et c'est très chaud. C'est Murcia, on se rapproche Murcia et la Costa d'Almeria. Attention, c'est là où on a tourné les westerns espagnols, enfin les westerns spaghetti de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, autour de Tabernas, entre Tabernas et Guadix, vous voyez. Donc toute cette région-là, pour moi, c'est la plus chaude d'Espagne. Voilà. Ensuite, sur tout le littoral, entre la Costa Brava et la Costa del Sol, le climat est très raisonnable, même sur Malaga. Vous voyez. Là où il fait chaud également, c'est tout ce qui est intérieur des terres, c'est-à-dire dans les villages typiques, la Jarquilla, l'Alpujarra, sur les plateaux, tous les villages qui sont à l'intérieur, entre 30 à 40 km à l'intérieur des terres. Là, effectivement, il fait assez chaud.
Les côtes de plus demandées en ce moment, c'est les côtes du nord de l'Espagne, les Asturies, le Pays Basque, ainsi que la Galicia. Par contre, c'est très vert, faites attention, ben, c'est là où il y a eu des incendies cet été, il a fait très chaud aussi. Du côté des Asturies, du côté de Galicia. Par contre, bon, on est tributaire aussi maintenant des pluies. On dit que c'est la Bretagne espagnole. Voilà, du côté de les Asturias, Pays Basque, Cantabria, Galicia, ainsi de suite. Voilà. Ça commence à être demandé par les francophones, mais essentiellement, la majorité des francophones demandent tout le littoral méditerranéen, depuis la Costa Brava jusqu'à la Costa del Sol. Au détroit de Gibraltar, là on arrive à la Costa de la Luz, c'est la province de Cadix, et ensuite on remonte sur la Costa de la Luz qui comprend toutes les villes du littoral, province de Cadix et province de Huelva, jusqu'à la frontière du Portugal. Voilà, et c'est l'Atlantique. Un secteur à éviter, c'est de Coni, la Tarifa, très vanté, bon, connu par les surfeurs et les windsurfers et les kitesurfers. Il y a ce secteur-là et le secteur du nord de la Costa Brava, du côté de Llança, au nord de Cadaqués, au nord de Rosas. Là, vous avez la tramontane qui souffle. Donc, faites attention. Certes, vous êtes proche de la frontière, mais le vent souffle énormément, notamment parce que j'ai habité personnellement dans la ville de Rosas, et là, c'est démentiel. Vous avez la tramontane qui souffle 3, 6, 9, on dit, 3 jours, ou 6 jours, ou 9 jours. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre les commentaires sur le live. Hein. Je vois, Gabriel, c'est mon projet de retraite dans 3 ans. Est-ce que c'est trop tôt pour regarder maintenant? Non, non. Au contraire, plus vous regarderez, mieux ce sera. Par contre, moi, je serai à la retraite, je pense, d'ici 3 ans. Je pense pas, je continuerai toujours mon activité, mais je vais lever le pied. Et c'est pour ça que je vais faire sûrement des Formules 1 et 2. Voilà. Je vais arrêter quand je serai à la retraite, j'arrêterai la Formule 3. Voilà. Vous êtes prévenus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de travail de recherche, de visite sur place, et ça me prend énormément d'énergie. Ceux qui sont plus jeunes pourront le faire. Alors, à quoi faut-il... bon, on va parler un peu des généralités. À quoi faut-il faire attention avant de passer concrètement dans la partie développement des villes de la Costa Blanca. Donc, à quoi faut-il faire attention avant d'acheter un bien immobilier en Espagne? Il faut que le bien soit... le concept, le processus de l'achat en Espagne est complètement différent de la France. Il faut être sécurisé, c'est-à-dire à condition d'être très bien accompagné. Bon, quelques pièges à éviter. Je vais vous donner les grandes lignes. Il faut que le bien soit cadastré. Il faut savoir que beaucoup de maisons ne sont pas cadastrées en Espagne. Vous achetez surtout les fincas qui sont construites sur des terrains, fincas rustica. Beaucoup de gens se font avoir. Là où c'est cadastré, c'est généralement finca urbana. Et ça, on le voit dans les documents qui s'appellent la nota simple. C'est l'équivalent d'une carte grise. Quand vous achetez une voiture, la carte grise de l'immobilier, c'est la nota simple informative. Et moi, je demande la nota simple certificada, qui est plus chère que la nota simple que les agences vous donnent. Où là, il y a vraiment tous les détails. Ensuite, je demande également le titre propriété. Copia de la escritura pubblica du propriétaire, même si c'est passé par une agence. Je demande, est-ce que le bien est bien enregistré au registre, registre foncier, très important. Est-ce qu'il y a une licence d'habitation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une licence, un certificat de conformité, c'est ce qu'on appelle la cédula d'habitabilité, très important à avoir. Pourquoi? Cette cédula vous permettra de mettre en location votre bien au niveau touristique. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez rien faire. Pour changer les contrats d'eau et l'électricité, maintenant, ils demandent cette pièce-là. Donc, je plains les personnes qui achètent les logements sans cédula. Des premières occupations, sans cédula, des secondes occupations. Quand vous achetez du neuf, on vous délivre un cédula de première occupation, ce qu'on appelle la LPO 1 et la LPO 2. Voilà. Donc, très important. Il faut savoir, dans les zones rurales ou zones protégées,
dans les années 60, 70, 80, énormément de maisons ont été construites dans des zones non constructibles, sans permis de construire, sans licence. Donc, beaucoup de gens, le gouvernement espagnol est en train de faire un repérage de toutes ces fincas, dont elles sont en train de tomber les unes derrière les autres avec des projets, soit de relégaliser le bien pour les mettre en conformité, parce qu'ils ne peuvent pas toutes les détruire, et si vous ne faites pas les travaux en conséquence, ordre de démolition, donc ça peut aller très loin, il faut faire attention. Ces irrégularités, elles peuvent bloquer une vente, et elles peuvent empêcher, vous pouvez même pas parfois, certaines maisons illégales, on ne peut pas les rénover non plus, on ne peut pas ajouter une piscine, donc il y a des spécificités à prendre en compte. Ça se passe bien pour le moment, tout va bien? Bon, nous sommes que 6, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Alors. Bien sûr, il faut demander ce qu'on appelle aussi le diagnostic technique et des charges, dont le fameux DPE. Si c'est un appartement, y a-t-il des travaux de la copropriété? Et là, on contacte l'administrateur des fincas. Voilà. L'immeuble est-il bien entretenu? Demandez l'ITE. Si l'immeuble a plus de 50 ans, obligation de passer, d'avoir la conformité ITE pour voir où en est l'entretien des communs, ainsi que les coursives, ainsi que l'ascenseur, ainsi que le ravalement de façade. On peut avoir de grosses surprises. Donc, très intéressant. Alors, attention, tous les documents sont en espagnol. Si vous achetez en Catalogne, les documents risquent d'être en catalan. Donc, il faut maîtriser un peu toutes ces deux langues. Pour ma part, je maîtrise le français, normal, l'espagnol, bilingue, le catalan et l'anglais, et j'ai des notions d'allemand. Ce qui me permet justement d'avoir des produits exceptionnels qui appartiennent à des propriétaires britanniques et des propriétaires allemands. Donc je suis sur des bases de données de sites justement étrangers. Donc c'est pour ça que j'arrive à trouver des petites pépites que vous ne trouverez ni sur Idealista, ni sur Fotocasa, ni sur Milanusio. Voilà. Beaucoup de personnes se disent, mais comment vous faites pour trouver ces produits? Bon, plus j'ai mon réseau personnel de contacts, d'agences locales avec qui je travaille. C'est normal, c'est une expérience d'X années. Je ne travaille avec aucune agence qui a moins de 10 ans à 15 ans d'ancienneté sur le territoire espagnol. Il faut le savoir, ça. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas implantées. Parce que n'importe qui, avec le succès du marché espagnol, il faut savoir que ces derniers temps, il y a une ribambelle de pseudo-agences qui se sont installées en Espagne. Je précise, et dans certaines régions, il n'y a même pas de bagage technique réglementaire pour répondre au marché et à la connaissance. Il faut avoir un minimum de connaissances. Voilà. Mettez-moi que pensez-vous de la région de Reyu? Non, dites-moi, ça c'est un village, c'est pas une région, Reyu. Una comarca. Exactement la ville et l'autonomie, pour la provincia. Alors, si vous faites appel à un avocat, choisissez qu'il soit un avocat en droit immobilier, abogado en derecho inmobiliario colegiado, je dis bien, avocat en droit immobilier colegiado, c'est-à-dire inscrit dans un collège d'avocats, parce que vous avez des recteurs qui s'improvisent avocats et qui soient complètement indépendants de l'agence. Il faut pas qu'il fasse juge et partie, attention. Dans mes services, les honoraires de l'avocat sont compris, je dis bien, sont compris. Voilà, j'ai une bonne équipe aussi, je me suis bien entouré. Carrément, j'ai pris les meilleurs avocats de chaque communauté d'Espagne. J'ai les meilleurs avocats sur Alicante, les meilleurs avocats sur Murcia, les meilleurs avocats sur Malaga, les meilleurs avocats sur Tarragona, Cambrils, enfin un peu partout. À force, j'ai réussi à mettre des bonnes antennes, ce qui fait que j'ai un bon relationnel à ce niveau-là. N'oubliez pas que chaque projet est unique. C'est pas parce que vous avez un ami qui a réussi à acheter
avec une agence, un produit, ça s'est bien passé, que ça peut être la même chose pour vous. Faites attention. Cada cosa tiene sus cosas. Vous avez entendu le terme? Chaque chose a ses propres choses, a ses propres lois. C'est la même chose aussi au niveau de la réglementation. Si vous achetez un bien sur le territoire d'Alicante, c'est pas la même chose que sur le territoire de Murcia. C'est pas la même chose sur le territoire de Malaga. Donc, faites attention. Cada cosa tiene su signification. Chaque chose a son signification. Et un terme que je me viens, moi, avec tous les prestataires avec qui je travaille, les administrations, je demande toujours, quand je fais mes vérifications, una confirmación escrita, por escrito. Je le redis toujours. Los escritos quedan, las palabras se van. Les écrits restent et les paroles partent. Parce qu'il y a énormément de gens qui se font avoir. Ils font confiance aux services urbanistiques con una palabra. Oui, oui, ne vous en faites pas, là, il n'y a pas de... no hay problema, tranquilo, tranquilo, aquí se puede, tranquilo, no se va construire. Et l'année d'après, vous avez un building, un édifice de 3-4 étages qui vous enlève toute la vue. Voilà. Tout à l'heure, j'ai eu une dame aussi qui voulait acheter une maison sur un terrain protégé dont je suis en train de faire une enquête parce qu'en Espagne, ils sont en train de développer aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, ils ont la manie de mettre aussi maintenant des zones avec des grandes hélices, des éoliennes. Donc, imaginez, vous achetez un endroit où il n'y a rien et 2 ans après, un parc d'éoliennes. Hein? Donc, il faut le savoir. Ça fait partie des risques naturels. Bon, on ne va pas parler aussi des risques naturels. Inondations, des risques sismiques, les tremblements de terre, ça arrive, croyez-moi, du côté de Murcia, du côté de Lorca. Inondations, vous avez pu vous rendre compte l'année dernière autour de la Danas, le ravage que ça a fait du côté de Valencia. Donc, je sensibilise les gens. Et attention, le notaire en Espagne ne vous informera aucunement là-dessus. Vous n'aurez aucune information. Il faudra passer par les bureaux techniques ou architectes. Il n'y a qu'eux seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont des consignes à respecter quand ils construisent une maison. Et ils ont des ABAC, ils ont des bases de données où ils savent si le secteur est non constructible, en zone inondable, ainsi de suite. Avec différents risques. Risque 1, 2 et 3. Je crois que dans mes guides de la Costa Blanca, dans les guides de village, Costa Blanca Nord, Sud et Malaga, je crois que j'ai mis ça, où je mets les zones inondables ou pas. Voilà, dans la nouvelle version, vous aurez toutes les zones qui seront répertoriées en fonction du village. Donc c'est un plus, c'est une information, croyez-moi, ce qui a énormément de valeur. Voilà. C'est bon pour le moment, on est toujours 8, 7, 8. Bon, c'est vrai. C'est vrai que le live, c'est un peu, disons, c'est bien, mais j'ai pas la possibilité de vous partager les documents. Alors que j'ai fait des essais sur Zoom, j'aurai la possibilité de vous mettre des affiches, des slides, et ça ira bien mieux, je pense. Voilà. Donc tout va bien? La confiance n'empêche pas le contrôle. Oups, la prudence est mère de sûreté. Les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Muy bien, Chris. Voilà. Alors, les avantages de la Costa Blanca. Bon, je vais vous donner les grandes lignes. Hein. L'avantage de la Costa Blanca par rapport à la Costa Blanca Nord par rapport à la Costa Blanca Sud. Paysage plus naturel, plus montagneux. Vous avez des criques superbes. Il y a des falaises, des points de vue magnifiques, notamment du côté de Denia, sur le Mongo, sur la Benitace, la Cumbre del Sol. Et quand vous allez du côté entre Denia, quand vous prenez la route pour aller à Javea, là vous avez un point de mire, il y a le Cap de la Nao, qui est magnifique, qui est un endroit superbe. Et vous avez un endroit qui s'appelle la Cumbre del Sol, Benitace, où vous avez une vue mer à 360 degrés. Magnifique. Avec des villas, écoutez-moi bien, au prix de... on trouve des petits bungalows, des villas mitoyennes, à partir de 150 000, 180 000 euros. Et ensuite, vous avez des petites villes avec 2 chambres autour de 200 000, 300 000 euros. Et vous avez des villes en première ligne de falaise qui sont entre 2 à 3 millions d'euros.
Voilà, ça c'est un endroit qui s'appelle, ça fait partie de Benitachel, un endroit qui s'appelle la Cumbre del Sol, entre Javea et Denia. Vous voyez? L'inconvénient de la Costa Blanca, c'est que les tarifs sont quand même assez élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a la rareté du foncier, ce qui fait que les prix sont à la hausse, et une demande internationale. Vous avez en ce moment, il y avait les Européens, Scandinaves qui ont un pouvoir d'achat énorme, les Norvégiens, les Suédois, les Danois, et maintenant vous avez les Canadiens. Je reçois de plus en plus de demandes de Canadiens, notamment nos amis québécois. Vous voyez? Voilà. Il y a par contre, oui, l'inconvénient de la Costa Blanca, moins de plages de sable fin, sauf du côté de Denia. Denia, Calpe, là vous aurez des plages de sable fin, et du côté de vers Alicante aussi, vers San Juan. Voilà. Voilà, donc c'est le site, c'est vraiment bien. Et à l'époque, quand j'avais ma centrale de réservation de location de vacances, je louais énormément de villas, de location dans ce secteur-là, du côté de Denia, Javea, Moreira, Benissa, et les gens revenaient. Je faisais également la location sur le sud, du côté de Guadamar, Costa Blanca Sud, Guadamar, Santa Pola, l'Arenales, Alicante, San Juan, là ça marchait. Du côté de Torrevieja, les gens y allaient une fois, mais ils ne revenaient pas. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que trop de monde, les gens se sentaient... donc, j'ai arrêté de proposer Torrevieja. Par contre, allez-y, vous vous rendrez compte par vous-même. Plus au sud, je préfère du côté de Orihuela Costa, en allant vers Murcia, vers du côté de San Pedro Pinata. Voilà. On en reparlera dans la prochaine vidéo, sur la prochaine vidéo, la prochaine live, ce sera sur la Costa Blanca Sud. Donc ça pourra intéresser beaucoup de monde. Bon, là les tarifs sont intéressants. Oui, la Cumbre del Sol, Gabriel, la Cumbre del Sol que je connais bien, est-ce qu'il n'y a pas trop de risques avec les maisons construites au bord des falaises? Oui, non, attention, bord des falaises. Non, parce que les constructions ont été avec les architectes, ont mis ce qu'il fallait au niveau béton, avec structure d'acier et tout. Par contre, il y a maintenant tout le littoral est pratiquement plein. Il faudra vous reculer en deuxième zone, ou alors vers les hauteurs. Attention, l'inconvénient de la Cumbre del Sol, c'est un village un peu mort en hiver. Il y a le centre commercial avec la plage, et l'inconvénient aussi, ça s'est tellement construit que vous avez la plage qui est juste en bas, qu'il faut descendre, avec une pente à 20 degrés. Voilà. Voilà. Par contre, l'avantage que vous avez à la Cumbre del Sol, vous êtes entre Javea, qui est superbe, et entre Moreira. Moreira, petit village, c'est la perle. Pour moi, c'est un des plus beaux villages de la Costa Blanca. Avec, je dirais, un atout aussi pour Denia. Denia, pour les familles, c'est une ville très agréable, on va en parler tout à l'heure, avec des très grandes plages de sable fin, adaptées à la famille. Voilà. Est-ce que ça va bien pour le moment? On va commencer à parler des villages. Ça vous va? Alors vite fait, si vous voulez, Costa Blanca Sud, on va en parler pour le week-end, le prochain live webinaire, ça sera mercredi prochain, je crois, c'est le 10. Le 10, le 10 où il y a un mouvement en France, et je vais en profiter pour faire un live. Je reste chez moi, donc je ne fais pas de rendez-vous. Il paraît que ça va bouger en France, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc je vais faire un live spécifique sur la Costa Blanca Sud. On va parler d'Alicante, de Santa Pola, de Guadamar, Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de l'Horadada et tous les villages autour, avec les avantages et les inconvénients. Vous voyez, donc j'aurai de quoi vous parler. Non, tous les prix flambent, Gabriel. Les prix comme Moreira en 3 ans, ça a pris 40%. Voilà, les prix, c'est la Costa, la côte qui augmente le plus. La Costa Blanca est une des côtes les plus demandées après l'Andalousie du côté de Malaga.
Pourquoi? Parce que vous êtes entre deux aéroports, entre l'aéroport de Valencia, l'aéroport d'Alicante, et vous avez un port de plaisance, vous avez des restaurants renommés, étoilés, ce qui fait que ça attire une clientèle à haut pouvoir d'achat. Vous avez deux terrains de golf. Au terrain de golf à Montréal, il n'est pas top, c'est un 9 trous. Les plus beaux terrains sont du côté d'Altea et du côté de Denia. Je la connais par cœur, cette côte-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'avais l'entreprise de location de vacances Kirosimo, j'envoyais à peu près entre 20 à 25 000 familles qui louaient des villas dans ce coin-là, dont je connais par cœur tous les quartiers. Tout ce qu'on appelle en Espagne les quartiers, las urbanizaciones. Urbanizaciones Pino, Baladrar, Pino Seb, voilà. Pour ça, les gens me disent, mais comment se fait que tu connais autant le pays et les endroits? Pourquoi? Parce que pendant quelques années, j'avais la plus grande centrale de réservation de vacances axée sur l'Espagne, donc je maîtrise l'Espagne depuis la frontière jusqu'à la frontière du Portugal. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est une anecdote par rapport à mon ancienne entreprise, Kirosimo, qui existe toujours, qui a été vendue en 2004. Voilà. Kirosimo, Costa Brava, Costa Dorada, où j'explique un petit peu et vous verrez. Voilà. Bon, après j'ai eu un problème personnel, la société elle a explosé, bon, des choses qui arrivent. Et là, je me consacre justement pour l'accompagnement des personnes pour l'achat. C'est pour ça que j'ai le feedback, j'ai tout ce savoir-faire de l'époque au niveau locatif, dont je maîtrise parfaitement le côté touristique, dont je sais les tenants et les aboutissants de chaque côte, les avantages et les inconvénients de chaque côte, le type de plage, le type d'urbanisation, voilà. Et ma fonction première, c'est quand même, j'ai un cursus d'expert architecte en France, architecte de PLG, l'école de Montpellier, et j'ai fait l'équivalence à Alicante, architecte, voilà. Et en plus, j'ai un diplôme de perito immobiliario, dont je fais ce qu'on appelle les expertises, dont je maîtrise bien toute la technicité, et je me suis formé au niveau juridique immobilier avec les meilleurs ténors avocats espagnols. Donc, et je continue à me former. Là, je suis en train de faire une formation sur les droits de succession, sur les droits, enfin, pour élargir mes champs de connaissances, vous voyez, pour être vraiment performant. Donc là, si vous voulez, on va commencer à parler des grandes villes. Ça vous va? C'est bon pour le moment, on maintient le planning. Tu as roulé ta bosse partout, Chris. Oui, c'est beaucoup. À l'époque, quand j'avais ma société de location vacances qui s'appelait Kirosimo, j'avais entre 28 et 30 personnes. J'avais 30 collaborateurs. Et on développait, on envoyait beaucoup de familles françaises. Je travaillais avec les principaux comités d'entreprise, Dassault, Aviation, Le Gane, les banques, Lagrange. Je vendais en sous-traitance à des grands comités d'entreprise, voilà, qui faisaient leur remplissage, et je leur proposais des locations de villas, d'appartements sur tout le littoral espagnol. Voilà, donc j'avais un feedback avec les retours de ces gens-là, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai un back-office, c'est-à-dire un back-office assez important de tous les endroits de l'Espagne, toutes les côtes, avec les avantages et inconvénients. Alors, est-ce que c'est compliqué de passer d'abord résidence secondaire non, résidence principale, c'est bon. Marquez ça me permettra de voir un peu toutes les questions et je répondrai personnellement à chacune d'entre elles. Bon, n'hésitez pas aussi, parce qu'on est en train de faire le point avec Anita, parce qu'elle est un peu bon, elle a pris un peu de vacances. Je lui ai donné 3-4 jours de vacances, parce qu'elle m'a beaucoup aidé, et là elle est en train de se remettre, dès qu'elle va rentrer, elle va se mettre à fond sur les guides, sur les villages, parce qu'on a pris du retard sur tous les guides, on est en train de faire une mise à jour des guides des villages sur la Costa Brava, Costa Blanca Nord, Costa Blanca Sud, sur la Costa Dorada, sur la Costa de Valencia, sur la Costa del Sol, sur la Costa Tropicale. Je sais qu'il y a des personnes qui les ont commandés, qui les attendent, donc on va s'y mettre à fond, et avec Emilio également. Bon, c'est un petit aparté. Donc là, on va commencer Denia. Denia, c'est la Puerta de la Costa Blanca. Puerta, ça veut dire la porte de la Costa Blanca. Denia, vous avez, c'est la première ville de la Costa Blanca, juste après,
au plus au nord, vous avez Oliva. Mais Oliva, ça fait partie de la Costa Valenciana. Là, on se rapproche de Valence. Il y a également beaucoup de demandes sur Oliva. Pourquoi? Parce que c'est une station d'hiver, mais qui est authentique et qui est moins chère que Denia. Denia, ça commence à être une station cotée. Je vais vous expliquer pourquoi. Clientèle familiale très connue, vous avez des vergers, des orangers. L'arrière-pays, vous avez la fameuse montagne El Mongo. Voilà. Vous avez une infrastructure de qualité, vous avez également l'aéroport, bien sûr, qui se trouve au nord, Valencia, au sud, Alicante, El Altet, et la grande plage, vous avez deux grandes plages à Denia. La grande plage de sable fin, Las Marinas, et à droite, en allant vers Javea, c'est Las Rotas. C'est une plage de galets et de pierres spécifiques pour la plongée. Magnifique. Et ensuite, vous avez le centre-ville de Denia, où là, vous avez tous les gens qui habitent à l'année. Et tout le littoral, c'est vers Las Marinas. Et il faut acheter entre Las Marinas, vers le port, Las Marinas, jusqu'à Bovetes, un endroit qui s'appelle Bovetes, Les Deveses. Parce qu'après, en hiver, il n'y a plus de connexion de bus et tout, donc c'est la partie morte. Faites attention quand vous achetez après. Certes, les prix sont plus intéressants, mais et pour cause. Pourquoi? Parce que moins d'interactivité concernant les bus, les connexions, et ainsi de suite. Et donc, moins de valeur pour la revente aussi. Quand vous achetez un bien, toujours repensez à la revente. Localisation, localisation, localisation. Voilà, c'est comme partout. Sur Denia, on va parler de Denia aussi, il y a ce qu'on appelle la Ley de Costa, enfin c'est tout le littoral espagnol, la loi de la côte, donc il y a des endroits où on ne peut pas construire. Pourquoi? Parce que c'est des zones inondables. Donc ils ont appelé ça Ley de Costa, mais c'est des zones où on ne peut rien construire, donc vous avez parfois des opportunités, des biens qui sont en première ligne de mer. Vous avez des maisons superbes avec des grands terrains. Même la piscine ne pourra pas être construite parce que il y a la loi des côtes, plus zones inondables. Donc vous n'aurez pas le permis de construire. La mairie vous dira oui, les agences vous diront oui, 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 vous avez la possibilité de le faire parce que non. Voilà. Moi, toutes les demandes que je fais, je demande toujours à avoir un retour par écrit au service urbanisme. Et quand c'est une maison où il y a même une piscine qui est construite, je demande si tout est en règle, qu'il n'y a pas d'erreur urbanistique. Voilà. Qu'il n'y a pas d'effraction urbanistique. Voilà. Et tout ceci, je le fais par courrier. C'est pour ça que parfois les délais sont plus longs, les vérifications sont plus longues, parce que je suis tributaire des bureaux administratifs, dont je ne signe pas rapidement, comme certains, j'ai pu le voir. Ils sont contents. Ils sont tout excités d'avoir signé un acte en 15 jours. Aïe, aïe, aïe. Ils vont droit au casse-pipe. Si c'est un appartement encore. Et il faudra faire, sauf si c'est un attique au dernier étage où il y a eu peut-être des transformations de loggia, de terrasses qui ont été faites sans permis, qui peuvent être démolies. Donc faites attention parce que le gouvernement espagnol est en train de mettre les bouchées doubles. Ils repèrent en ce moment toutes les fincas, ils sont équipés avec des drones, ce qui permet de repérer toutes les maisons qui ont été construites sur les terrains agricoles, fincas rurales, oui. Donc, Denia, vous avez un quartier qui est très agréable aussi, vous avez derrière le Mongo, vous avez le terrain de golf, vous avez un petit village qui s'appelle Jesus Pobres, El Verger, c'est une zone très très résidentielle, et les villas haut de gamme sont sur la montagne, le Mongo, avec l'inconvénient, c'est que vous êtes un peu éloigné de tout. Donc, il y a des centres commerciaux, certes, mais là, il faudra descendre au village pour faire les courses. Le côté touristique, appartement, c'est tous les logements touristiques sont sur le côté de Denia, côté Las Marinas et Las Rotas. Voilà. Il y a une très bonne gastronomie. Vous avez un des meilleurs chefs espagnols qui s'est installé à Denia, d'Acosta. Voilà, vous faites Denia, gastronomie, vous verrez qui c'est qui va sortir, d'Acosta. Ça, c'est un bon point de critère. Si vous voyez une station où il y a un chef gastronomique qui s'est installé, c'est que la station est en plein essor. Pourquoi? Parce qu'il travaille à l'année. Donc, c'est un gage. Il faut choisir les villes gastronomiques. Dernièrement, personnellement, moi, j'ai acheté dans une ville en Espagne. Bon, j'ai acheté sur la Costa Dorada, Almeria de Mar, donc sur Cambrils, il y a un restaurant étoilé aussi.
donc, qui n'est pas négligeable aussi, donc c'est un bon secteur aussi. Et là, j'ai acheté dernièrement sur Cadix, en province, à San Luca de Barrameda. Ça a été capitale gastronomique en 2022. Il y a 2 restaurants étoilés là-bas. Donc, c'est une station qui est en train de prendre de la valeur, voilà, du côté de Cadix. Vous voyez? Voilà, donc c'est pour ça, moi j'aime bien manger, j'aime bien, bon, ça fait partie de la culture espagnole, voilà. Ce n'est pas, il y a beaucoup de clichés, attention, l'Espagne, c'est pas que les tapas et les paellas. Il y a bien d'autres choses, croyez-moi. Alors, l'avantage de Dénia, je reviens sur Dénia, c'est une ville vivante toute l'année. Vous avez des ports, commerces, surtout il y a également un grand hôpital. Donc quand on revient avec un certain âge, c'est une ville, je dirais, qui offre quand même une bonne alternative pour faire du locatif, pour faire une résidence secondaire et pour transformer en résidence principale. Vous avez un très beau port de plaisance. Moi, je sais que j'adore le bateau aussi. Donc, et il y a une liaison, un ferry. Vous pouvez prendre le ferry pour aller à Ibiza ou au Baléares. Donc, en direct. Et le gros atout aussi, vous pouvez vous permettre d'aller à Alicante par un petit train qui longe toute la côte jusqu'à Alicante. Donc, Dénia à Alicante, vous pouvez le faire en train. Donc, c'est quand même un atout. Un centre historique magnifique avec plein de tabernas, plein de cafés, de bistrots. Il y a un château et une ambiance typiquement espagnole et authentique. Et c'est un endroit aussi où on fait les ferias, la San Feria, les festivités que l'on fait souvent à Valencia, la San Juan, les fêtes de la Saint-Jean, avec las hogueras, les feux. Ensuite, donc c'est une ville très étendue. Impérativement, par contre, il faudra une voiture parce que la plage Las Marinas, elle fait quand même 12 km de long. Voilà, jusqu'à Las de Vezas, c'est-à-dire le prochain village où il y a un terrain de golf qui s'appelle Golf Oliva Nova Golf. Et depuis le centre-ville depuis le port jusqu'à Las de Vezas, vous avez à peu près 10-11 km de long. Et ensuite, il faut compter de l'autre côté la partie Las Rotas, où là, vous avez encore 3-4 km, mais là, c'est de la roche. Là, c'est très résidentiel. Je déconseille aux familles qui ont des enfants d'acheter par là. C'est pas adapté aux enfants. Voilà. Prix de l'immobilier en hausse. Dénia a pris 38% en 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Et ça continue encore. Voilà. Autour, il y a les régions aussi qu'il faut éviter aussi. Sur le Mongo, il y a des endroits où il y a un manque de pression. Bon, ça, ils vont le résoudre. Pour la pression d'eau, parce qu'ils se construisent. Il y a tellement de maisons qui se construisent sur le Mongo. Que certaines maisons, il y a un problème de débit de pression d'eau. Donc, il faut faire attention. Attention, un endroit que je vous déconseille d'acheter. Il y a des Français qui tombent dans le panneau. Je dis bien qu'ils tombent dans le panneau. Un endroit, on dit oui, mais c'est proche de Dénia. Non, c'est pas Dénia. C'est un endroit qui s'appelle Montepego. Montepego, c'est juste après l'autoroute. Ça fait pas partie de Dénia. Vous allez à la plage de Dénia, mais pour y aller, il y a un gros promoteur espagnol qui a fait de superbes villas, mais vous êtes loin de tout. Les villas, beaucoup de villas sont récentes, architecture très belle, des superbes vues éloignées. Mais là, vous êtes éloigné de tout et vous avez des accès comme c'est une montagne qui a été construite, donc vous avez des accès aux services. C'est bien quand vous êtes jeune, mais arrivé à un certain âge, vous aurez des problèmes. Et pour aller au service des villes, la plus grande ville à côté, c'est Benidorm et Benissa. Benicia, Pueblo. Donc, retenez bien, Montepego. Voilà. Par contre, c'est sûr qu'elles sont moins chères. Voilà, ça c'est, on parle de l'environnement de Dénia. On descend, on prend la route de Rotas, on arrive à Cabo de la Nau. Il y a le cap ici, qui est magnifique. C'est une zone protégée. Et ensuite, on arrive vers la Siestas, Tosalet. Et là, vous arrivez, le contrefort. Il y a une petite montagne. Et là, on arrive sur le point de vue de la Siesta, Sierra Alta, du côté de Javea.
c'est en termes valencianos, Jabilla. C'est également une très belle station. Avec le premier tronçon, vous avez des plages de roches, des stracts de roches, plus une grande plage de sable fin, l'Arenal, juste après le Parador. Et après, vous avez des criques du côté de Cabo de la Nau, Balcon Almar, où vous avez... il y a même une plage naturiste du côté, il y a les criques magnifiques du côté de Granadella. Ce coin-là est splendide. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent le live et qui connaissent Javea? Voilà, c'est... Vous avez d'ailleurs, il y a une revue anglaise ou américaine de Geographic Park qui ont fait des photos sur Javea, sur les criques. Ils disent que c'est les plus belles criques, enfin les criques paradisiaques. Il faut savoir que c'est un coin très recherché. Par contre, elles sont bondées en été. La particularité, vous avez de la grava, c'est de la gravette. Attention. Voilà, bon, il faut savoir que vous avez beaucoup d'urbanisation du centre-ville à Javea pour aller jusqu'à Balcon Almar, vous avez 8 km pour aller dans toutes ces criques, la Siestas, Balcon Almar, Granadella. Je sais que à l'époque, quand j'avais mon ancienne entreprise concernant les locations saisonnières, qui est au Simon, on louait beaucoup dans ce secteur-là et les gens aimaient beaucoup. Voilà. Ils revenaient, ils relouaient. Par contre, tous me disaient vraiment, en moyenne saison, il y avait moins de monde, donc c'était un peu plus désert, si on peut dire. Il faut prendre du côté de la Siesta, Tossalet, là c'est les quartiers résidentiels où les gens habitent à l'année. Donc c'est pour ça aussi, même sur Javea, pour les gens qui veulent choisir cette ville-là pour y habiter à l'année, il y a des quartiers spécifiques qu'il faut bien connaître. Voilà. Il y a une communauté internationale, beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Anglais, il y a même un lycée international qui est très connu, où il y a énormément de francophones et des Britanniques qui ont accès. Donc c'est une ambiance chic et calme par rapport à d'autres stations. Voilà, c'est le on pourrait dire que c'est une station haut de gamme et les prix sont à la hauteur des prestations. Voilà. Le seul inconvénient, moi je trouve, pour une station comme ça, le Golf n'est pas top. Ils ont un Golf de 9 trous, le Cerezo, qui est petit. Bon, l'avantage qu'il y a aussi, il y a un Parador, plus un petit port de plaisance qui a qu'à son charme. La vieille ville est à voir également. Est-ce que c'est bon pour le moment? Javea. Bon, après Javea, est-ce que vous pouvez me citer la prochaine ville après Javea? Oui, Guadalest, magnifique, mais ça c'est là, Brigitte, on parle de l'intérieur des terres. C'est le Castel de Guadalest. Voilà. Le Castel de Guadalest qui a beaucoup de charme, c'est vrai, effectivement. Alors, la prochaine ville, alors beaucoup passent à Moreira, qui fait partie de Teulada, c'est la ville qui est à l'intérieur des terres, Teulada, Moreira. Mais entre Moreira et Javea, vous avez la petite ville à l'intérieur qui se trouve, c'est Benitachell. Et c'est là où on a parlé tout à l'heure de la Cumbre del Sol. C'est une montagne qui a été construite et vous avez une vue à 380 degrés, 360 degrés. C'est magnifique, non, 360 degrés. Voilà. C'est les maisons qui sont en bord de falaise. Gata de Gorgos, oui. Ça, c'est sur la route de Denia en allant vers l'intérieur des terres. Voilà, vers Benissa. De très bons restaurants. Moreira, c'est la station qui est juste après la Cumbre del Sol, quand on descend, avec la fameuse plage magnifique qui est la Playa del Portet. La Calandrago, là aussi. Alors, l'inconvénient de Moreira, enfin, avantage-inconvénient, c'est la ville où il y a le plus grand nombre de villas avec piscine privée. Je dis bien avec villas et piscine privée. Beaucoup d'Allemands ont acheté, beaucoup de Scandinaves, de Britanniques. Et là aussi, il y a beaucoup d'urbanisation. Vous avez des villas magnifiques. D'ailleurs, si vous prenez une vue aérienne
de la région j'ai une vidéo où je montre un petit peu les vues aériennes de Moreira, c'est grandiose, c'est magnifique. Voyez, donc, alors on confond aussi, après Moreira, vous avez la petite ville qui s'appelle Benissa. Benissa, vous avez Benissa Costa et Benissa Village. C'est plus à l'intérieur des terres, où là on trouve des fincas rurales. Pour être des fincas, elles sont quand même relativement chères, donc il faut faire attention. Je confirme, Gabriel, ben oui, la conosco de memoria, la Costa Blanca, je la connais, je la vis, j'ai passé des vacances, j'ai travaillé énormément là-bas, donc je connais parfaitement. J'ai des amis, des promoteurs, des amis de longue date, vous voyez. Et les 3/4 des agences, je les ai connues. Bon, ma fille Lorraine, j'avais l'avantage à force de réserver de très belles villas, et bien sûr les prestataires espagnols, comme j'étais un bon client, me donnaient les meilleures villas, première ligne de plage, à Moreira, Benissa, Javea. Donc imaginez, dans le coin, je joignais l'utile à l'agréable, j'étais en vacances, mais je m'imprégnais du coin, des avantages et des inconvénients de chaque site et de chaque calas. Voilà. Alors je vais vous donner un scoop, j'ai eu comme client, j'ai su que c'était une personnalité du monde gastronomique très sympathique. J'ai eu le plaisir de le côtoyer, qui est malheureusement décédé, un des meilleurs chefs cuistots français, et qui avait acheté une superbe maison à Moreira. Voilà. Et son chef de réseau, de son restaurant, un chef étoilé qui a créé une chaîne de restaurants au niveau mondial, il était même au Japon. Je vous laisse deviner qui. Voilà. Il a fait une petite excursion, ce chef-là, sur Bordeaux. Voilà. Et j'ai partagé une paella avec lui d'une manière conviviale. Voilà. Vous voyez, pour vous dire, Ah, Prix d'Estepona, non, là c'est la Costa del Sol. On n'est pas dans le bon live là. Estepona, ça a augmenté aussi. C'est un peu moins cher que Moreira. Mais c'est relativement cher aussi. Estepona, c'est la Costa del Sol, après Malaga. Alors, Moreira, c'est très familial. Famille avec enfants bas âge. Par contre, c'est pas axé sur la... non, c'est pas Bocuse. Presque, c'est pas Bocuse. Non, alors le restaurant, non, il avait pas un restaurant sur place à Moreira. Il mangeait le meilleur restaurant de Moreira. Voilà. Et c'était son chef de salle qui faisait la commercialisation de toutes ces ouvertures au niveau international. Il était de Moreira. Je vous l'indiquerai, ne vous en faites pas. Alors bon, ensuite, après Moreira, vous avez Benissa. Benissa, à la limite, c'est le village qui se trouve à l'intérieur des terres. Là, c'est la pure authenticité. Bon, comme Moreira, bon, vous avez Moreira. Moreira fait partie de Teulada. Teulada, c'est la ville phare. Moreira dépend de Teulada. D'ailleurs, souvent, on voit Teulada, Moreira. Ils sont ensemble. Voilà. L'inconvénient que je trouve sur Moreira, comme Benissa, très peu, bon, beaucoup de commerce, par contre, très peu d'infrastructures. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école. Donc là, vous êtes tributaire de Dénia ou des grandes villes telles que Benidorm ou Alicante. Vous voyez, la même chose pour Benissa. Donc, Benissa, l'avantage qu'il y a, c'est que les tarifs sont encore raisonnables par rapport à Moreira. Vous avez les tarifs comme par rapport à Moreira ou par rapport à Javea. Les tarifs sont beaucoup plus raisonnables, sauf le littoral où vous avez de très belles criques, de très belles maisons aussi, qu'à l'Ambrago, qu'à la Patte-Mort. Ce sont des quartiers très, très résidentiels. Et là aussi, c'est moins animé. C'est la route, là aussi, on est la route qui entre Moreira, Benissa. Elle serpente, elle fait tout le littoral, qui est magnifique.
Et là, vous avez une série de toutes des urbanisations qui ont été construites, et avec des superbes villas. Et ensuite, on arrive au prochain village, c'est Calpé. Calpé qui est en train... Non, c'est pas Guérard. Nat, cherchez encore. Un des plus grands chefs étoilés français. Je crois que il me semble que ça a été un des premiers. Voilà. Vous avez Calpé, célèbre pour son rocher, le fameux rocher, Elifac, la montagne Elifac. Par contre, un bémol, ils sont en train de détruire Calpé, c'est-à-dire qu'ils veulent en faire un second Benidorm. Auparavant, on voyait le rocher, quand on arrivait de Benissa. Là, maintenant, ils ont construit des immeubles de 10, 12 étages. Il y en a même de 21 étages. On ne voit presque plus le rocher. Ils sont en train de détruire cette station. Ils veulent en faire un second Benidorm. Mais bon. Énormément de Français et des gens d'origine un peu, des Français pieds noirs, qui ont vécu au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté, il y a beaucoup de... communauté, parce qu'à l'époque, ils venaient sur Alicante et beaucoup achetaient sur Calpé. Voilà. Il y avait un port, il y a le port très agréable, il y a deux ports à Calpé, le Puerto de Calpé et le Puerto Blanco. C'est un petit port dans la partie partie sud de Calpé, où vous avez Maravilla. C'est une montagne où vous avez toutes les... sur le flanc de la montagne, vous avez beaucoup de villas. À l'époque, moi, quand je faisais les locations saisonnières, on avait des problèmes d'eau parce que les pompes n'avaient pas assez de débit au niveau de la pression concernant les dernières villas. Elles bénéficiaient certes d'une superbe vue mer, mais elles n'avaient pas deux points négatifs, points positifs. Point positif, toutes les villas ont une superbe vue mer. Un endroit qui s'appelle Maravilla Park. Maravilla, ça veut dire mer, villa avec la mer. Maravilla. Maravilla. Orihuela, j'en parlerai la prochaine live. Ça fait partie de la Costa Blanca Sud. Voilà. Non, c'est pas l'oiseau. Monsieur est décédé aussi. Non, c'est pas l'oiseau. Supérieur à l'oiseau. Bon, Maravilla. Et alors, l'inconvénient, débit, pression d'eau, plus les accès. Comme elles ont été toutes construites sur le flanc de montagne, donc accès par petit escalier, soit en descendant, soit en montant. Donc, pour ceux qui sont personnes âgées, déconseillé. Famille en bas âge, pareil. C'est pour les trentenaires au quadras, ça se louait très bien. Par contre, les gens achetaient et mettaient la maison en location. Donc, très bonne rentabilité locative, mais pas pour y habiter à l'année. Habiter à l'année, il vaut mieux investir du côté de Los Pinos. Il y a des quartiers résidentiels où le terrain, il n'y a peut-être pas vue mer, mais on se sent bien, proche des commerces, et ainsi de suite. Pour ça que je vous dis, les attentes sont complètement différentes. Hein. Oui, je n'ai pas aimé Calpé, je n'ai pas trouvé l'âme de l'Espagnol. Mais j'ai vu le rocher, oui. L'âme de l'Espagne, on le trouve dans le vieux Calpé. Et encore, ils sont en train de le détruire aussi. Voilà. C'était bien il y a 10 ans, là, ça... Il y a il commence à y avoir trop d'étrangers qui ont acheté à Calpé. Et ce n'est pas fini. Voilà, moins de charme, voilà. Très forte présence touristique en été. Bon, bien sûr, il y a toute la jeunesse, il y a des discothèques, des restaurants, ce qui fait que c'est très animé. Les gens demandent beaucoup, les familles de beaucoup Calpé, parce que c'est vivant. C'est une ville où c'est vivant toute l'année comme Dénia, à peu près. Mais moi, personnellement, je préfère, pour y vivre l'année, autant choisir Dénia que Calpé. Voilà. Bon, après Calpé, vous avez une très belle ville qui s'appelle... Oui, on mange très bien le poisson, oui, dans le port. Oui, là, il y a énormément de très bonnes adresses et de très bons restaurants de poissons. Pourquoi? Parce que c'est un port. Calpé, c'est un port de plaisance. Il y a un port de pêcheurs. Oui, vous avez d'ailleurs la spécialité dans le port de Calpé. Il y a tous les restaurants qui font leur publicité. Il y a comme des grandes vitrines quand vous rentrez. À l'époque, c'était ça. Non, c'est pas Pierre Gagnère. Le premier qui trouvera, je lui envoie un cadeau. Allez, cherchez.
bon, je répète, voilà. Donc, Calpé, vous avez le port et il y avait les vitrines où vous pouvez, ils achalandaient tous leurs beaux poissons, les écrevisses, des plateaux de fruits de mer avec la paella, ainsi de suite. Et vous pouvez choisir ensuite, chaque vitrine était reliée à un restaurant. Donc, c'était une manière aussi de vous appâter et vous diriger dans un restaurant. Et c'est vrai que la plupart, on y mange très très bien. Voilà, ça c'est pour la particularité de Calpé, le Puerto. Mais il y a un petit port que très peu de francophones connaissent, sous la montagne après Calpé. Ah non, non, ça fait partie de Calpé, c'est le Puerto Blanco. Très résidentiel, très feutré, magnifique. Non, c'est pas l'oiseau. Allez, allez, on cherche, allez-y. Donc, après Calpé, on arrive où? On traverse la montagne, il y a un petit tunnel. Et devine où c'est que nous arrivons après Calpé. Allez, vous connaissez la ville là. Après Calpé, quelle est la ville qu'on trouve après Calpé en allant vers Benidorm? Laquelle? Allez chercher. Alors vous avez deux choses à chercher. Un, très bien Olivier, Altea. Altea la vieja, Altea la nueva. Muy bien, la perla de la Costa Blanca. On la surnomme la perle de la Costa Blanca. Altea, pour moi, un des très beaux villages. Altea la vieja, Altea la nueva. Et ensuite, ils ont un petit port qui est en bas, à côté d'Altea. Est-ce que vous connaissez le port, le nom du port, en bas, à côté d'Altea? Alors, par contre, un très bon terrain, très bon cours de golf, green. D'ailleurs, il y a un super hôtel Melia 4 étoiles, Aldea Hills. Voilà. Ils ont copié un peu le concept de Beverly Hills à Los Angeles. Là, ils ont fait Aldea Hills. Et c'est vrai que vous avez de très belles demeures, très belles villas à l'époque. Certaines villas ont été achetées par des richissimes oligarques russes, dont des villas qui font 800 à 1000 mètres carrés autour de ce golfe. Il y a des superbes appartements également. Il y a un spa, enfin il y a des prestations très haut de gamme. Alors le port qui se trouve en bas de l'Altea, c'est Pueblo Mascara. Voilà. Non, c'est pas Jean-Pierre Coff, non, c'est pas... Oh, c'était un bon cuisinier, mais c'était pas un grand chef. Oui, la ville en haut sans voiture, oui. Alors, c'est Altea, il a été classé à l'époque un des plus beaux villages d'Espagne, comme Cadaqués, comme Flegiliana, Cadaqués sur la Costa Brava, et comme... Non, c'est pas le chef Echebest. Echebest, il n'est pas connu au Japon. Echebest, il n'est pas connu aux États-Unis. Celui dont je vous parle est connu à Tokyo, New York, un peu partout. Cherchez encore. Aïe, aïe, aïe. René Lasserre, non, c'est pas ça. Alors, l'avantage d'Altea, c'est que le centre-ville est très mignon. Vous avez une vieille ville pittoresque avec des rues pavées. Ça a gardé son charme. Par contre, à la plage, c'est de la plage de la Gravette. Il y a du galet. Donc, voilà. Francine, ah ben oui, bonsoir, nous en Suisse actuellement. Ah, bon séjour en Suisse. Bon, après vous allez faire vos recherches sur la Costa del Sol ou Costa Tropical, il faudra descendre. Alors, Altea, l'inconvénient, il n'y a pas de plage de sable fin, c'est que de la gravette. À tenir compte. Et les prix immobiliers sont assez chers. Voilà, ça reste pour une clientèle exigeante. Voilà. Ensuite, après Altea, qu'est-ce que vous avez après Altea quand on descend un peu? Quand on descend Altea, direction Alicante. On va vers où là? Non, c'est pas Robichon.
Attendez. Ah, attendez, oui, autant pour moi, j'ai fait une erreur. Quelqu'un a trouvé la réponse. Quelqu'un, Alain Ducasse, non. Joël Robluchon. Voilà le restaurateur, le grand chef. Voilà. Voilà, Joël Robluchon, voilà. Regardez son parcours, regardez sa fiche Wikipédia. Vous saurez tout. Il avait acheté un pied-à-terre sur Morera. Voilà, une superbe. Et son chef de service qui exportait la marque, il était de Morera. Et d'ailleurs, ils ont toujours le restaurant là-bas. Il y a de très belles photos. Oui, alors, très bonne réponse pour Elestien Zoul. C'est Alpha Zepi, Alpha Zepi, et après la grande ville qui est la plus connue, devinez, c'est Benidorm. Benidorm. Voilà. Benidorm, surnommé le Manhattan espagnol. Pourquoi? C'est là où il y a des très grands buildings. C'est une ville dynamique où ça qui vit toute l'année. Beaucoup de retraités français s'y retrouvent. Voilà. Bon, il y a deux plages à Benidorm, plage de Levante et plage del Poniente. Voilà. Bon, ça va du petit appartement. Bon, moi, je ne le propose pas. C'est vraiment une ville en verticale. Il y a énormément. Et par contre, il y a un parc d'attractions dans l'arrière, où ça se construit énormément. Du côté de Polop, ils appellent ça, avec vue sur la mer, mais vous êtes éloigné. Moi, je vous déconseille d'acheter par là. Vous êtes trop loin et c'est pas top. Bon, après, il y a Alphas d'Épis, Albir, où là, il y a une communauté scandinave qui a acheté. Bon, il y a quelques villas qui sont intéressantes. Voilà, quoi. Dans ce coin-là, certaines personnes, vous devez connaître. Voilà. Bon, c'est vrai que l'inconvénient de Benidorm, c'est très bétonné. Par contre, ambiance très animée. Là, vous avez du monde toute l'année. C'est le repère aussi, on dit qu'il y a un quartier, il y a tout le Pays Basque français qui se réunit. Il y a un quartier où ça bouge énormément, du côté de la Playa del Levante. Voilà, pour se balader, pour regarder, il y a des grandes salles de spectacle, ils font venir quand même des variétés, des chanteurs nationaux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de monde qui habite sur place. Vous voyez? Non, Peñíscola, c'est la Costa de la Sahara. C'est là, on l'a vu la dernière fois, c'était la Costa de Valencia. C'est au nord, c'est plus au nord, après Valencia. Entre Valence et Tarragone. Bon, après, on arrive. Après Benidorm, on traverse Benidorm, on le voit sur l'autoroute. Il y a une ville qui est multicolore, voilà. J'ai eu une demande tout à l'heure, j'ai eu une personne qui l'a noté. Et qui disait aurait acheté dans cette ville-là. C'est la ville, on appelle ça, on la surnomme la ville, la ville joyeuse, Villa Joyosa. Voilà, ville joyeuse. C'est un village de pêcheurs, à l'origine, c'est un petit village de pêcheurs coloré. Et la vieille ville, elle est authentique, elle est célèbre pour son maison colorée sur le front de mer. Par contre, il y a beaucoup de promotions, de dernières promotions qui se sont faites, qui se sont construites en deuxième, en troisième et quatrième et cinquième. Et les plages, je trouve, ne vont pas répondre à la densité de construction qui va avoir lieu. Donc, si vous achetez, ne vous étonnez pas que les plages vont être bondées en été dans les 2-3 années à venir.
Il faut faire attention de ça, il faut se projeter que va être la plage vu la profusion de nouvelles résidences. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous achetez un bien, regardez un peu l'environnement, regardez les plans d'expansion de la ville, parce que ce qui est agréable aujourd'hui ne peut pas l'être dans 1 an ou 2 ans après. C'est ce qui est en train de se passer par exemple en ce moment sur Calpe. Ça devient terrible. Il y a des villes comme ça, comme sur la Costa Brava, Lloret de Mar, Rosas, c'est Surbondé, La Escala, c'est pareil, Benidorm, bon, du côté de Malaga, Fuengirola, Torremolinos, tout ceci. Une ville où j'ai été déçu aussi, c'est Mijas. Mijas, si vous saviez tout ce que, sur la Costa del Sol, tout ce qu'ils sont en train de construire, les plages sont, ça va pas répondre, quoi. Ça va être la folie. Et ça continue, il y a le boom immobilier qui est en train de repartir. Voilà. Donc ensuite, Villa Joyosa, donc des plages plus petites, moins spectaculaires, voilà. Vie nocturne assez limitée, donc si vous achetez à Villa Joyosa, vous pouvez vous rendre sur Benidorm, c'est pas très loin. C'est une ville moyenne, peu d'infrastructures et les gens, bon, vous êtes à 2 pas entre Benidorm et Alicante. Bon, après Villa Joyosa, on trouve quoi? Vous avez, ça a été mentionné il y a quelque temps, c'est à 10 minutes d'Alicante. Vous avez beaucoup de Français qui ont choisi cette petite station. Mais moi que j'aime pas trop parce que c'est assez sec, ça manque de végétation. Il y a un petit port, il y a une belle petite promenade agréable, il y a quelques petites plages de sable avec des criques, très agréables. Il y a une bonne connexion, il y a un tramway qui va à Alicante jusqu'à Benidorm. Voilà. Après Villa Joyosa, qu'est-ce que c'est? Voilà. Olivier, très bien. El Campello. Voilà. Alors, pareil, forte urbanisation, forte croissance, dont nouveaux projets en ligne. Donc, ça va être, non, San Juan, ça fait partie d'Alicante. C'est la plage sud, la plage résidentielle de San Juan. Et après, vous avez la plus proche à Alicante, c'est l'Albufereta, et après le Postillet. Voilà. Saint-Jean, oui, San Juan. Voilà. Pour moi, c'est une des plus belles plages d'Alicante, San Juan, qui est très longue. Ça va jusqu'à Vista Hermosa. Un quartier qui s'appelle Vista Hermosa. C'est là où vous avez le lycée français. Voilà. Bon, je vous ai donné beaucoup de contenu encore. Hein. Est-ce que ça vous convient? Voilà, donc on est arrivé à la dernière ville, El Campello, avec les prix sont plus abordables, bien sûr, que les villes telles que Morera, Javea, Denia. Avec les petits problèmes que vous risquez d'avoir aussi quand toutes ces résidences seront finies, elles seront déjà construites et donc il y aura beaucoup plus de densité humaine au niveau de l'été. Donc faites attention. Un conseil, passez-y des vacances, au moins en été, juillet, août, passez-y en hiver, visitez, et imprégnez-vous un peu de l'atmosphère, vous pourrez vous en rendre compte rapidement. Quoi. Parfait, mais arrivé trop tard, c'est-à-dire, Olivier, qu'est-ce qui est parfait, mais arrivé trop tard? Alors, je vais finir. Ah, San Juan. San Juan. Alors, San Juan, moi j'adore le San Juan, tout ce qu'on appelle les petites guinguettes sur la plage, le chiringuito, ont une image de très bonne paella. Et j'aime bien celles qui sont pas très loin de San Juan Sud, du côté de l'Albufereta. Là, vous avez des endroits top. Voilà. L'inconvénient à San Juan, vous l'avez peut-être vu, vous avez ce train-là qui coupe un peu la plage. Voilà, bon, il y a les systèmes de protection, certes, mais il est quand même là, il est bien présent. Il faut savoir qu'il y a des résidences qui se construisent, tous les appartements sont vendus sur plan, rapidement, et une clientèle internationale qui achète. Donc, notamment les Belges, les Scandinaves, il y a des appartements, des 2 pièces, écoutez-moi bien, 2 pièces, minimum 340 350 000 euros. Le 3 pièces, il faut compter dans les 450 à 500 000 euros. Et 5 pièces, c'est-à-dire 3 chambres, bien plus cher. Et les atticots, n'en parlons pas.
Voilà, ça correspond à une clientèle haut de gamme. Vous avez, c'est des ressorts un peu, style un peu, qu'on peut retrouver en Floride. C'est des salles avec, c'est des grands appartements résidences avec des salles de gym, des centres de coworking, des parkings souterrains immenses, enfin très bien étudiés avec des très bons produits, parfois avec des ressorts, avec tous les services de salon de coiffure, salon de beauté, sécurisés bien sûr, tout ceci, voilà. Mais ça ne correspond pas trop à la clientèle française. Bon, Olivier, ne vous inquiétez pas, vous avez fini tard le boulot, certes, mais le live va être enregistré sur la chaîne YouTube. Alors, je vais vous donner quelques conseils d'achat pour clarifier votre projet dès le départ. Voilà, parce que beaucoup de personnes partent à l'aventure pour chercher leurs biens. Il faut avoir une méthode, une méthodologie pour justement éviter les problèmes. Ça vous permettra de réaliser vos rêves de A à Z. N'oubliez pas de mettre votre adresse email, comme ça, je dirais à Anita, de vous envoyer ce petit guide qui fait une vingtaine de pages qu'on a déjà fini, donc vous le recevrez rapidement. Voilà, concernant la petite Costa Blanca Nord. Alors, d'abord, choisissez l'Espagne. Vous la choisissez pourquoi? Pour le soleil, la retraite, l'investissement. Voilà. Qualité de vie. Dans quel but vous voulez partir en Espagne? Quelle région correspondra à vos besoins? Est-ce que vous voulez avoir la mer à côté, la montagne, la ville, la campagne? Quel sera votre budget? Ne pas oublier les frais d'achat qui sont de 12 à 14% suivant le prix du bien. Donc, ça dépendra de l'ITP, qui est variable de 4 jusqu'à 10%, plus tous les frais annexes. Bonsoir Didier. Voilà, c'est une vision, ça vous permettra, dès le début, de vous éviter de courir après des rêves irréalisables ou mal orientés. Parfois, j'ai des demandes de gens qui sont à côté de la plaque. Hein. Ils me demandent des villas en première ligne à 50 000 euros. Hein. Même à 100 000, même à 200 000, on ne trouvera pas ça. Voilà. Bien sûr, un conseil très important, que ce soit, vos guides sont top. Merci Chris. Et oui, je donne un maximum d'informations. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que certains ont bénéficié des prix promo. Maintenant, chaque guide, sur chaque côte, il y a à peu près entre 150 à 200 pages d'informations. Avec certains, là, j'ai mis la nouvelle mouture, la nouvelle mise à jour, où je mets carrément le listing de toutes les agences avec qui je travaille. Donc, vous avez ma bible d'agences. Donc, n'hésitez pas. Et tout ceci pour un budget de 47 €. Donc, l'investissement, c'est 4 paquets de cigarettes, même pas. Voilà. Et ça vous évitera beaucoup de problèmes. Parce que je donne aussi des astuces, notamment dans le guide des Fincas Rurales, où je donne des informations techniques et procédures, tous les points qu'il faut. Guide sérénité, très intéressant. Mais oui, là aussi, il va être mise à jour. La prochaine mise à jour, il va y avoir les contrats de réservation. Et en plus, je vais faire des lives où je vais aider en direct. On va détailler tous les points, point par point, les documents. Donc, si vous avez des questions, et ça permettra de vous entraider entre vous aussi, dans la formule sérénité. Donc, faut pas hésiter, vous allez apprendre énormément de choses. Et par contre, un petit comité réduit. C'est pour ça que je vais essayer de le faire en format Zoom et en webinaire, on appelle ça format Zoom, pour que vous soyez maximum 10 personnes, pour que je puisse bien m'occuper. Alors, faites-vous accompagner un conseil avec un conseiller de confiance et qui parle bien sûr votre langue et qui connaît les pièges locaux et quelqu'un qui soit au moins établi minimum 15 ans en Espagne. Voilà. Tous les agents que vous allez contacter qui ont moins de 15 ans, les agences IAD, Safety, excusez-moi, je prononce leur nom, certains sont sérieux, mais n'ont pas l'expérience professionnelle pour bien vous orienter. Pourquoi? À la différence de la France ou de la Belgique,
les actes passent avec le notaire et c'est le notaire qui contrôle tout. Donc, ils font simplement des visites et tout, alors qu'en Espagne, ils n'ont pas cette expérience-là. Donc, ils vous diront n'importe quoi. J'ai repris plusieurs dossiers de chez eux. Attention, donc faites attention avec qui vous travaillez. Le notaire, complètement différent de la France, n'a pas le même processus de contrôle. Il ne vérifie pas comme en France. D'où l'importance d'une vraie vérification juridique. Il se contente simplement de vérifier les identités des acheteurs, les identités des vendeurs et la provenance des fonds. Point barre. Tout le reste, et il découvre parfois votre dossier le dernier jour, et c'est vraiment l'official, c'est-à-dire l'équivalent du clerc de notaire en Espagne, c'est l'official d'un notario qui connaît vraiment le projet que vous allez mener en place. Une occasion d'arrêter de fumer en achetant un guide. Ah oui, très bon slogan, pas mal ça. Faudrait que je le mette ça. Ouais. Merci Chris. Ben c'est bon, j'ai des bonnes. Vos guides sont top, guide sérénité très intéressant, ben oui, et efficace. Moi j'ai une dame qui a acheté en Andalousie, du côté de Malaga, vers l'intérieur des terres, avec le coffret sérénité. Elle a tout fait elle-même. Voilà. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, visitez intelligemment. Dans le coffret sérénité, justement, j'en parle, je vous donne des aides pour visiter intelligemment, pour savoir comment contacter les agences, ce qu'il faut leur écrire, quels moyens, à travers leur téléphone, à travers WhatsApp. Les emails, ils sont traduits en français, en espagnol. Là, je vais faire une version en anglais, parce que je suis en contact également avec beaucoup d'agences anglaise, parce que le marché britannique, beaucoup de Britanniques sont en train de vendre leurs biens en Espagne, parce qu'à cause du Brexit, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas rester plus de 6 mois, et beaucoup partent. Voilà. Attention, là aussi, il faut faire des vérifications, parce que beaucoup ont acheté des fincas qui n'ont pas été régularisés, et on leur demande de se régulariser. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils vous vendent le bébé avec, dont la maison parfois n'est pas légalisée, et ça vous ne le savez pas. Vous risquez d'acheter un produit qui peut avoir des failles, donc il faut faire les vérifications. Concernant les fincas. Bon, ça fait beaucoup d'informations là, je ne sais pas si vous voyez, Alors bien sûr, avant d'aller en Espagne, l'argumentation numéro 1, c'est obtenir le NI, Número de Identificación de los Extranjeros. Pour les Français, le NI, N-I-E, que vous pouvez demander au consulat de chaque pays, en France ou en Belgique ou en Suisse, ou alors en Espagne, mais en Espagne, il faudra être sur place au moins un mois et demi, et ça, vous le demandez à la commissariat des policiers. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez rien acheter, pas faire de réservation, ni ouvrir de compte bancaire. Donc, obligation d'avoir un NI, Número de Identificación de Extranjero. Ensuite, vous pouvez ouvrir un compte bancaire espagnol. Beaucoup, je vois dans les commentaires, dans les différents groupes, ah non, les gens, j'ouvre pas, il y a trop de frais, c'est vrai. Mais il y a des astuces pour avoir moins de frais dans les comptes bancaires espagnols. Donc, vous achetez en Espagne, la moindre des choses, c'est d'avoir un compte bancaire espagnol, parce que vous allez avoir tous vos prélèvements d'eau, de gaz, d'électricité, toutes les charges à payer sur place. Vous pourrez, ça peut se faire depuis, merci Brigitte Brissard pour le coffret sérénité, très bien. Ben oui, je vous l'avais dit, il sera réactualisé. Et en plus, vous allez bénéficier de l'assistance en groupe pour le coffret sérénité, la deuxième version. Voilà. Donc, le fait d'ouvrir un compte bancaire espagnol, là, je suis en train de faire des partenariats solides, justement pour aider les Français à acheter, les francophones, à acheter avec un prêt bancaire espagnol aussi qui donne certains avantages. Voilà. Ça peut être en plus. Vous pouvez vérifier, vous faire appel à une banque française ou banque belge. L'inconvénient qu'il y a, c'est quand vous demandez un prêt bancaire en Espagne, la banque espagnole vous prêtera sur 60, normalement ils prêtent 60%, et j'ai réussi à avoir une partenaire 70% de la valeur du bien. Donc intéressant.
si vous êtes non-résident. Si vous êtes résident espagnol, vous pourrez avoir 80% jusqu'à 90%. Voilà. Et après, il y aura des possibilités aussi pour faire fonctionner ce compte et qui vous permettra d'avoir des frais réduits à 0%. Voilà. Il y a des astuces aussi pour le faire. Oui, au consulat, c'est très rapide d'avoir le nid, c'est vrai. 15 jours, ben, ça a été vite pour vous. Moins de 10 €, oui. En plein été, quand il y a eu des délais d'attente, j'ai des clientes qui ont attendu 6 semaines, voire 8 semaines. Ça dépend du consulat. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, bon, le coffret Sérénité, on en a parlé. Sachez que si vous prenez même le coffret Sérénité et que c'est trop difficile pour vous, il sera déductible pour les accompagnements à venir. Accompagnement Formule 1, accompagnement Formule 2 et l'accompagnement en Formule 3. Voilà. Alors, je résume un peu les formules vite fait. L'accompagnement 1, c'est je ne m'occupe que des vérifications, je ne m'occupe pas de faire les contrats, ni l'accompagnement au notaire. Vous vous débrouillez tout seul, avec mes coordonnées, avec mes avocats locaux espagnols. Donc je délègue la partie vérification de contrat avec des avocats. Mais là, eux, ils vous prendront un pourcentage supérieur, qui est variable de 1,5 à 2%, suivant les avocats avec qui je travaille. Avec ma Formule 2, l'honoraire de l'avocat est compris parce que je m'occupe des contrats en collaboration avec mes avocats top. J'ai pris les meilleurs. Donc, je maîtrise ça et je les prends en concurrence. Sur le même marché, par exemple, j'ai le meilleur de celui qui s'occupe de la Costa Blanca Nord. Sur la Costa Blanca Sud, j'en ai 2 qui sont topissimes. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai des clients à haute valeur ajoutée et là, croyez-moi, je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que c'est des sommes importantes, donc il faut que tout soit cadré. Donc on regarde, moi je m'occupe de la partie urbanistique, où ça se passe très bien, et eux s'occupent un peu de la rédaction des contrats. Donc contrat de reservas, contrat de arras, où on verse les 10%, et le contrat final, l'escritura pública, plus la partie enregistrement, où je vous assiste avec vous pour le 2 et le 3, où je suis avec vous au notaire, où je vérifie ce que le notaire fait et je vous assiste en tant que traducteur officiel. C'est-à-dire que je vous traduis noir sur blanc tout ce que le notaire va vous raconter. Vous voyez? Bon, bonne soirée Olivier, pas de problème, tout sera ça va venir dans la chaîne YouTube, voilà, enregistré. Voilà. Ensuite, la Formule 2, voilà, il y a ça. Donc, par contre, attention à la Formule 2, c'est vous qui visitez, c'est vous qui cherchez, mais avec mon aide. Attention, je vous aide, vous partez pas l'aventure comme ça. Je vous donne les principales adresses, les contacts, les agences à contacter et bien sûr comment voir les produits. Bon, vous allez avoir les principaux sites, Idealista, Fotocasa, Quiero, Spain, Think Spain. Bon, alors des sites britanniques. Là, j'ai mis également dernièrement des sites allemands. Bon, là, il faut parler allemand. Là, c'est pour ça que je vous aide aussi. Pour contacter, il y a des biens qui appartiennent à des propriétaires allemands qui font de la publicité en direct. Parce que l'allemand aime bien traiter en direct. Il ne passe pas trop par agence. Faut faire attention à ça. Les Anglais, c'est pareil aussi. Ils ont leur truc spécifique. Ils ont des gros sites tels que Quiero, Think Spain. Il y a 2-3 gros sites leaders où vous trouverez des produits sur ces sites-là que vous ne trouverez jamais sur Idealista ou Fotocasa. Voilà. Il y a un faux site anglais qui s'appelle Greenacre. C'est un Français qui l'a fait. Et bon, il est bien traduit, mais il y a des biens aussi, mais c'est pas top. Voilà. Ensuite, dans la Formule 2, je vous assiste au notaire, comme je vous dis, dernièrement, où je contrôle, je fais les dernières vérifications pour la minute et je suis en contact permanent avec l'official, le clerc de notaire, pour que tout se passe bien lors de la signature finale. Pourquoi? Comme la procédure est différente de la France, les notaires n'ont pas de compte séquestre. Vous payez toujours le vendeur propriétaire, jamais le notaire. Le notaire n'a pas le droit, donc il faut qu'il fasse un compte spécial. Si certains
peuvent éventuellement ouvrir un compte, mais il faut qu'ils fassent une opération et ça les dérange et c'est pas de leur responsabilité. Souvent, c'est négatif, donc il faut faire ce qu'on appelle des chèques certifiés aux vendeurs, ou alors ça vient de la banque à banque, de votre propre chèque bancaire de votre banque, ou alors un virement au jour de la signature, una cuenta, un giro qu'on appelle OMF. Voilà, c'est la particularité et tout ceci, il faut prendre rendez-vous la veille dans votre banquier et il y a un ordre à donner, et ainsi de suite, et le notaire est au courant. Voilà comment ça se passe. Ensuite, il y a la partie enregistrement. Le notaire, il vous donne l'acte, c'est un brouillon, et vous avez un mois, ça les gens ne le savent pas, pour payer l'ITP. Donc vous pouvez gagner de la trésorerie. Beaucoup de gens payent de suite, moi je dis, suivant votre trésorerie, on ne sait jamais, vous pouvez avoir des bons de trésor, des bons, une somme placée. La fameuse taxe d'ITP la plus importante, vous avez un mois pour la payer au registre. Et le resto, c'est-à-dire, c'est le... non, attention, vous la payez à Hacienda, c'est aux impôts espagnols avec les directives, avec la copie, la copia firme du notaire. Voilà. Bien sûr, ça peut être fait par le notaire, et le notaire va prendre une commission faite par un gestor, à l'intérieur, ce qu'on appelle une gestoria. C'est le côté administratif. Attention aux gestors, certains sont très malins, très magouilleurs, très pernicieux. J'ai vu des frais de gestor qui partent du simple au quadruple. Normalement, ça te 300 à 400 euros. J'ai vu des notes jusqu'à 1500 à 2000 euros. Ils sont très malins. Moi, j'évite tout ça. Je demande toujours un presupuesto de los gastos de notaría y gestiones. Pourquoi? Quand il va au registre, et ainsi de suite. Tout soit... Moi, c'est simple. Quand vous faites un accompagnement avec moi, vous aurez un devis exact. À l'euro près, vous aurez exactement la somme que vous allez payer. Voilà, donc c'est quand même garanti. Et ça, quelque part, rien que cette opération-là, 50% de mon accompagnement en Formule 1 et 2 est déjà remboursé. Vous voyez? Donc là, vous pouvez vous faire attention, faire gaffe. Je veille aussi à la valeur, faire attention à la valeur cadastrale de référencia. Très important, beaucoup de gens se font avoir. Ils sous-traitent, ils minimisent le prix de transaction réelle. Pourquoi? Parce que ça permet aux vendeurs de ne pas faire de plus-value, donc moins de taxes à payer au gouvernement espagnol, et à l'acheteur aussi, ça l'intéresse aussi, car il paye moins d'ITP. Mais il faut que cette valeur soit supérieure à la valeur de référence. Sinon, vous pouvez avoir un contrôle fiscal au bout de 3 ans. Donc, vous ne l'aurez pas au moment, le fisc espagnol peut revenir sur cette opération 3 ans après. Donc, c'est un point crucial à bien regarder. Je l'explique assez bien sur le guide gratuit guide fiscal de l'immobilier. Vous voyez? Donc, j'essaye de faire en sorte de donner le maximum d'informations. Bien sûr, quand je fais un accompagnement, je travaille pour vous, je suis aux petits soins, aux petits soins pour que tout se passe bien. Voilà. Et généralement, tous mes accompagnements, les gens finissent par m'inviter. Voilà. Donc, et je reste souvent en contact avec eux. Ça vous va? Est-ce que pour le moment, ce live, ça a été bénéfique pour vous? Ça a été un peu long, mais bon. Tout va bien? Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez avoir le résumé de ce live, voilà, j'ai le petit guide que j'ai fait. Voilà. Vous voyez, tac, tac, tac. Voilà, 25 pages exactement, il fait. Voilà. Voilà, donc vous laissez votre adresse mail, nom, prénom, adresse mail, et je vous l'envoie dès demain matin, avec Anita. Et alors, la personne qui a deviné elle aura un petit cadeau, celle qui a trouvé Robuchon, Joël Robuchon. Voilà. C'est un de mes péchés mignons aussi, j'aime bien manger, donc vous voyez, ça fait partie de ma vie. La vie passe très vite, d'ailleurs j'avais mis un post justement pour prendre conscience
pour inciter les personnes, bon là on sort un peu du cadre de l'immobilier, pourquoi? Parce que les gens se décident, hésitent, ça veut pas à qui à faire. Moi, là vous avez, je suis avec vous corps et âme, un peu trop, parce que je dis jamais assez, parce que je vis, je fais comme si c'était mon achat, donc je le vis personnellement. Je regarde toutes les failles. C'est pour ça que le coffret sérénité, et je vais l'améliorer de jour en jour pour que tout soit parfait. D'ailleurs, certains l'ont vu sur le coffret sérénité. Il y a une checklist où je mets 80 points et 120 points, je crois, pour une maison. Les agences, les personnes qui le prennent en main n'ont jamais vu ça. Elle me dit, oui, mais heureusement, vous m'avez dit qu'il fallait visiter le soir le bien. J'en ai tenu compte et j'ai été estomaqué, j'ai vu ça m'a permis de mieux réfléchir et de mieux choisir le produit. Vous voyez? Donc, pour connaître l'environnement, pour connaître le quartier, tous les points techniques, les points, bon, bien sûr, voilà. Voilà, je le vis à 100%, quoi. Voilà. C'est pour ça que je dis parfois, mon service, il est qualitatif, c'est carrément du 200% de valeur, où je donne énormément. Voilà, j'ai pas envie que vous fassiez avoir. Là, c'est pour ça que je fais beaucoup de prévention, j'essaye d'éviter que les gens achètent en connaissance de cause les zones, les secteurs, les zones inondables, les zones non inondables, les zones où il y a des squats, là il n'y a pas de squats. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, vous voyez. Bon, sur ce, 21h15, vous pouvez me poser encore quelques questions, je suis là, n'hésitez pas. Alors, Gabbing de Ware, c'est moi, oui. Merci beaucoup, très bien, je vais vous contacter prochainement. Merci Gabriel. Brigitte Wisser, merci beaucoup. Super live, comme toujours, une Bible. Oui, c'est vrai qu'une Bible, je ne sais pas combien de pages ça fait. Ça, mais je pense qu'avec tous les guides que j'ai fait, je pense que je suis pas loin à 1500 à 2000 pages à peu près. Avec toutes les informations de tous les posts qu'on délivre, c'est énorme. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, excusez-moi, j'ai pris un peu de retard pour faire ce live, parce que jusqu'à 19h30, j'étais en rendez-vous, donc je n'ai pas arrêté, rendez-vous sur rendez-vous. Voilà. Bon, bonne soirée, merci, Nat. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et le prochain live, attendez, je vais vous dire, ça va être sur le mercredi 10 septembre, Costa Blanca Sud. Wow, il y a 29 personnes qui y sont déjà. Ah, très bien. Costa Blanca Sud, focus sur la région d'Alicante. On va parler points positifs et négatifs. Alicante, Santa Pola, Guadamar, San Fulgencio, Torrevieja, Orihuela Costa, et tous les villages qui sont... Bon, je vais faire un petit truc aussi sur tous les villages, quelques villages à l'intérieur des terres. Voilà. Jusqu'à la frontière de Murcia. Donc, on va s'arrêter à San Pedro Pinatar. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Même, vous pouvez me poser des questions pour le futur live sur la Costa Blanca Sud. Si vous avez des questions, comme ça, je pourrais bien le préparer. D'accord? Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Buenasera, comme on dit, buenas noches. Et hasta la próxima. Et ma mère elle disait, si Dios quiere, si Dieu veut. Hasta pronto. Et merci pour votre patience. Et, ah oui, les règles de la location à moyen terme. Ça, c'est la nouvelle version mise à jour. En novembre, dans le coffret Sérénité, vous aurez tout. Voilà. Bonne soirée Gabin, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Chris, hasta pronto. Et portez-vous bien. Et là, bonne rentrée à tous. Là, je reviens avec beaucoup d'énergie. À bientôt. Merci. Gracias.